Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur une campagne entravée. François Fillon poursuit son chemin, mais les élus de terrain sont de plus en plus inquiets. Le candidat Les Républicains va les rencontrer demain à l'Assemblée et au Sénat pour tenter de les rassurer. Et pendant ce temps, la décision du parquet financier est toujours attendue. Alors sur la situation politique et l'agenda judiciaire, le débat tout à l'heure avec de nombreux invités à notre compagnie. Des jours de tension et de violence, la situation reste inflammable en Seine-Saint-Denis. Le gouvernement appelle au calme, mais ce sont toujours les mêmes images qui posent de nouveau les mêmes questions entre une partie de la jeunesse et la police et plus largement sur des années de politique de la ville. Sur ce sujet, le match des idées opposera Erwan Lenohan, professeur de droit, et Claude Posternac, fondateur du site l'important.fr. Enfin, l'entretien, mon invité est un grand historien de la Révolution française et de l'Empire. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Patrice Guénifé publie Napoléon et De Gaulle, deux héros français aux éditions Perrin, deux destins, deux héros, l'empereur et l'homme du 18 juin, deux hommes providentiels, leurs ressemblances et leurs divergences analysées tout à l'heure. C'est le grand entretien. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Le hashtag OVPL pour vos réactions et puis vos questions. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Sophie Normand-Couturier. L'émotion est légitime, mais ne saurait en rien justifier des violences inacceptables. Les mots sont signés du Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui, après les incidents de ce week-end à Bobigny-Argenteuil, recevait à Matignon, aux côtés du ministre de l'Intérieur, plusieurs associations antiracistes. Le ton se voulait ferme mais apaisant. Le devoir d'exemplarité des forces de l'ordre a notamment été rappelé. À l'issue d'une rencontre de 2 heures, le gouvernement a retenu le dispositif de la caméra piéton pour équiper les policiers. Les associations restent prudentes. La seule question qui va se poser maintenant, c'est de savoir comment on contrôle le déclenchement dit systématique ou obligatoire de cette caméra au moment d'une interpellation. Donc vous voyez, les mots sont importants, la mise en application des décisions devient primordiale. À gauche. Yannick Jadot, candidat écologiste, et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, côte à côte pour dire non à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui doit être voté mercredi au Parlement européen. L'image symbolique d'une gauche unie qui pourrait appeler un autre rassemblement national cette fois-ci. Yannick Jadot annonce des discussions constructives avec le candidat du PS, Benoît Hamon. Son de cloche en revanche bien différent du côté de Jean-Luc Mélenchon. On ne gagnera jamais avec une combine. C'est fini. La politique des années 70, l'union est un combat. Aujourd'hui, c'est devenu l'union est une combine. Donc non, ça, ce n'est pas possible. Marine Le Pen. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. La promenade des Anglais, cible de l'attentat du 14 juillet dernier. Marine Le Pen a rendu hommage aux victimes, ciblant au passage l'islamisme radical et l'action du gouvernement. La présidente du Front National s'est également rendue à la frontière italienne. L'occasion pour elle de parler d'immigration et de prôner la sortie de la France de l'espace Schengen, deux des fondamentaux du FN. Quel est le message que vous faire passer tout à l'heure en allant au poste frontière ? Qu'elles sont nécessaires, absolument nécessaires. Il faut les renforcer peut-être à votre avis. Je ne sais pas qui, mais pour l'instant elles n'existent pas. Alors, il faut les reconstituer, bien entendu. Oui, mais si peu, si peu. Sécurité. Selon une première déclaration, il voulait s'en prendre à des militaires du sud de la France et frapper la Tour Eiffel. Le jeune couple arrêté vendredi dans la région de Montpellier avec un 3e suspect aurait reconnu son intention de commettre un acte terroriste de façon imminente. Leur garde à vue s'achève demain matin. Terrorisme. Députés et sénateurs ont rétabli le délit de consultation habituelle de sites djihadistes. Il avait été censuré vendredi par le Conseil constitutionnel. Il y a désormais délit à condition qu'il y ait adhésion à l'idéologie. Réécrit, l'amendement a été intégré dans le projet de loi sécurité publique sur lequel les 2 assemblées sont parvenues à un accord. Bernard Cazeneuve.
Bernard Cazeneuve était en visite à Berlin en fin d'après-midi. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité du moteur franco-allemand face au risque de désintégration de l'Union européenne et à la montée du populisme anti-UE. Cette solidarité très forte entre Paris et Berlin est plus que jamais nécessaire, alors que certains agitent le spectre d'une désunion de l'Europe, que la donne internationale évolue et que nous faisons face ensemble à des défis globaux absolument majeurs. Je pense à la situation sécuritaire résultant du terrorisme qui frappe nos pays, je pense aux défis migratoires, je pense aux défis environnementaux et politiques. Et dans l'actualité, le calendrier de la justice face à celui de la politique. Dans l'affaire Fillon, les rumeurs sur les suites judiciaires se multiplient. En attendant, le candidat ne défie pas de sa route de campagne. François Fillon de retour de l'île de la Réunion en chemin, dans un contexte toujours aussi incertain et avec des élus de plus en plus inquiets. Alors sur ces deux calendriers, politique et judiciaire, nos invités ce soir, François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains du Rhône. Nous accompagne également Maître Corinne Dreyfus-Schmidt, bonsoir. Bonsoir. Avocate pénaliste, avec nous Bruno Dive, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à Sud-Ouest, et Alain Auffray nous accompagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste politique à Libération. Alors madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir sur les dernières heures de cette campagne, une campagne entravée pour François Fillon. Certains disent même impossible. On voit tout cela avec Marie Brémaud. Touché mais pas coulé. François Fillon, en déplacement à La Réunion, n'a eu de cesse de répéter que c'était un candidat encore debout et soutenu. Je reçois en même temps d'innombrables soutiens, les vôtres, ceux de tous ces Français que je rencontre. Je me battrai jusqu'au bout. Et pourtant, le bateau présidentiel de l'ex-premier ministre semble bien prendre l'eau de toutes parts, conséquence du Penelope Gate. À des milliers de kilomètres de la métropole, il a dû annuler une visite au mémorial de la France libre à cause de manifestants. Sur le terrain, cela devient de plus en plus impraticable. François Fillon devait assurer 3 ou 4 déplacements par semaine. Ils se réduisent aujourd'hui comme peau de chagrin. Certains élus refuseraient même de faire campagne. Trop de critiques, trop difficile. Une grogne démentie par son porte-parole. Tout le monde est rassemblé derrière François Fillon. Il a d'ailleurs créé ce comité de campagne où on voit l'ensemble des anciens candidats à la primaire qui lui ont apporté leur soutien dans ce moment qui a été difficile depuis bien sûr 3 semaines. Mais une trentaine de parlementaires frondeurs s'est réunie ce soir pour réfléchir à une éventuelle alternative. Et tous attendent les conclusions de l'enquête de police sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope. Elle devrait être transmise au parquet financier d'ici à la fin de semaine. Ensuite, 3 scénarios possibles. Le classement sans suite de l'affaire, le renvoi direct devant un tribunal correctionnel ou plus probable, l'ouverture d'une information judiciaire. Voilà, on va bien sûr parler de la campagne et de l'aspect politique, mais d'abord sur l'aspect et le calendrier judiciaire. Maître Corinne Dreyfus-Schmidt, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment sur les suites judiciaires. Elles se multiplient, on parle d'une semaine décisive. Certains pensent connaître déjà la décision du parquet, alors que le rapport des policiers n'a pas encore été remis. Quel est votre regard sur tout ce qui est en train de se multiplier, ces informations, ces rumeurs aujourd'hui ? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas l'avocat de M. Fillon et c'est toujours très très compliqué de commenter des affaires dans lesquelles nous ne sommes pas défenseurs. Mais avec un tout petit peu de recul, on peut dire qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui se prépare et tout le monde est bien incapable de dire qu'est-ce qui va se passer, quel est ce calendrier judiciaire qui va arriver. Plusieurs possibilités s'offrent au parquet financier, soit un classement sans suite si on considère que finalement, à l'issue des investigations réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire, il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge contre les époux Fillon, je dirais globalement, ou ensuite une saisine du tribunal correctionnel, parce qu'on peut considérer que si l'enquête préliminaire a réuni un certain nombre d'éléments qui permettent de renvoyer M. Fillon et son épouse devant un tribunal correctionnel, c'est une possibilité. Et enfin, une troisième, une ouverture d'information, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction serait désigné et déciderait de poursuivre les investigations
et de décider si oui ou non il met en examen M. Fillon et Mme Pénélope Fillon, ou simplement il peut aussi les placer sous le statut de témoin assisté. Si on ne connaît pas l'issue, est-ce qu'on peut au moins avoir une indication sur le timing, sur l'agenda, à partir du moment où le rapport va être remis à la procureure, le rapport des policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières fiscales? Est-ce qu'on peut savoir, maître, si on parle de semaines, oui, ou de jours? Écoutez, pour l'instant, on peut dire que tout a été très vite. Et j'ai entendu ici ou là qu'on faisait le reproche au parquet financier d'aller très vite. Je rappelle quand même pour mémoire que dans l'affaire Football Leaks ou dans Panama Papers, dès que les informations sont sorties dans la presse, Mediapart et Le Monde, dès le lendemain, le parquet financier s'est saisi d'une enquête préliminaire. Alors là, savoir effectivement quel temps va prendre, parce qu'effectivement le temps judiciaire n'est pas le même que le temps médiatique et le temps politique, quel temps va prendre le parquet financier pour décider de l'orientation de cette affaire, c'est compliqué à savoir puisque ça aura fatalement des répercussions sur la situation politique de M. François Fillon. Alors tout au long de ce débat, on va continuer à parler de cet agenda judiciaire parce que forcément il percute cette réalité politique, mais en tous les cas ce calendrier, François-Noël Buffet, il n'est pas réglé, on l'a bien compris, sur les impatiences politiques et encore moins médiatiques. En attendant, si vous deviez décrire l'état dans lequel l'élu que vous êtes, élu Les Républicains, soutien de François Fillon, et quel mot vous utiliseriez? Déterminé. Je crois que c'est celui qui correspond le mieux à mon état d'esprit. Comme l'a rappelé madame, j'allais dire ma consoeur, le temps médiatique n'est pas le temps politique et n'est pas le temps de la justice. En tout cas, le temps médiatique n'est pas le temps de la justice. Et que François Fillon... parce que les parlementaires sont derrière lui, doit continuer sa campagne, difficile soit-elle. Difficile soit-elle, on le voit bien, il ne faut pas le contester, un certain nombre de groupes essayent de perturber ces différentes manifestations ou ces différents meetings, alors même que sur l'île de la Réunion, il y avait 8000 personnes à sa réunion publique. Personne n'en parle d'ailleurs. On retient quelques images, des réactions des uns ou des autres, mais pas du tout le fait qu'il y ait 8000 personnes. Donc il faut continuer. Je crois savoir par ailleurs qu'un sondage est sorti ce soir ou demain qui montre une légère progression. Parimac, d'ailleurs, fiducial, une légère progression de François Fillon. Et vous les suivez vraiment à la virgule près, on les si prend je pour puis ce dire. qu'ils sont. Non, mais on les prend pour ce qu'ils sont. Et ce qui est intéressant, c'est la tendance. Chacun sait ici que c'est la tendance. Donc il y a eu une tendance à la baisse. Il y a sans doute un début de tendance, peut-être, nous verrons, à la remontée, en tous les cas, et à la stabilisation des autres candidats, voire une baisse de M. Macron. Voilà, ce qui veut dire que le socle politique est là. Il faut continuer d'aller sur le débat, d'aller sur le fond, d'expliquer. Et puis on verra bien ce que la justice dira quand elle le dira. Mais on ne peut pas être suspendu, évidemment, à la décision d'un magistrat, quel qu'il soit, dans le cadre de cette élection présidentielle, qui, je le rappelle, est une élection présidentielle. Alors on va continuer à en parler, mais en tous les cas, on retient que vous vous dites déterminé ce soir. Alain Onfray, il y a plusieurs catégories d'élus. Il y a ceux qui soutiennent fermement, on a compris que ce soir le cas de François-Noël Buffet. Il y a ceux qui doutent fortement, mais en silence. Et il y a ceux qui n'en peuvent plus et qui parlent. Ils sont notamment réunis ce soir. Je ne sais pas combien ils sont, une trentaine, une vingtaine, une dizaine, peu importe. Ils sont réunis, ils sont en train de dîner. Ouais, un carteron, plutôt une quinzaine. Plutôt une quinzaine, vous avez les informations. En tous les cas, il y a ces trois catégories d'élus qui forment aujourd'hui un ensemble hétéroclite. Oui. Mais évidemment, mais je dirais même dans la catégorie des fillonistes convaincus, comme M. Buffet, les retours de circonscription, les retours du terrain sont quand même très compliqués. Ils nous disent, alors sous couvert d'anonymat, parce qu'ils sont loyaux, ils ne veulent pas plomber la campagne, mais ce qu'ils nous disent, c'est que c'est extrêmement difficile de faire campagne. Ils nous disent que à la sortie de la messe dans leur canton, ils entendent des horreurs sur le candidat, que des militants... alors, en gros... Un élu me disait aujourd'hui que la moitié des militants tenaient, effectivement, d'où le nombre important de militants. La moitié tenait, et que l'autre moitié se divisait entre un quart qui dit plus question, moi, Fillon c'est terminé, et un autre quart paumé, quoi, tout à fait. Et c'est ce qui d'ailleurs se traduit par les sondages qui mettent aujourd'hui Fillon autour de 18%, c'est-à-dire loin de ce qu'il avait il y a encore quelques semaines. Et pourtant, il continue à y croire, ou en tout cas à donner l'impression qu'il y croit. Bruno Duve, avant de quitter l'île de la Réunion, François Fillon a répété ceci, qu'il irait jusqu'au bout, comme un train qui ne s'arrêtera pas, un train qui embarque toute sa famille avec lui, destination inconnue quand même. Est-ce que c'est le train fou ou le train fantôme? Enfin, on va le voir. Pour l'instant, évidemment, François Fillon ne peut pas dire autre chose.
que ça. Et je pense qu'il en est lui-même sincèrement convaincu, même si j'ai vu dans une récente interview, je ne sais plus dans laquelle c'était, qu'il reconnaissait quand même avoir eu, je crois que c'était dans le journal du dimanche, il reconnaissait entre les lignes avoir eu quand même quelques doutes, s'être interrogé à un moment donné. Mais ce qu'on voit là aujourd'hui, en ce moment, là, c'est que cette conférence de presse qu'il a donnée il y a juste une semaine, et par laquelle on estimait on pouvait penser qu'il avait repris la main, en tout cas qu'il avait stoppé l'hémorragie, qu'il avait au moins convaincu un peu au-delà de son électorat. On voit qu'aujourd'hui tout est à refaire, quoi. La campagne, il a toujours autant de difficultés à faire campagne. Les retours de terrain, ça a été dit, ne sont pas bons. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez les députés, il y a quand même les élections législatives qui suivent la présidentielle. Et donc, il y a des inquiétudes qui sont d'autant plus fortes. Et on a l'impression que finalement, cette conférence de presse, il y a 8 jours, elle a servi peut-être à tuer le plan B, même si ça avait été fait un tout petit peu avant, à dire que c'est moi ou le chaos. Mais ça ne l'a pas aidé, en tout cas, à remonter en selle et à pouvoir mener. Il avait dit c'est une nouvelle campagne qui commence. On voit bien que c'est l'ancienne campagne qui continue. François-Noël Buffet, il a anesthésié les plans B. En tout cas, comme il n'y a pas d'unanimité autour de ces plans B, eh bien, c'est le plan F qui a été Il ne peut pas y avoir de plan B. Moi, j'étais de ceux qui réclamaient cette expression publique la semaine dernière. Je crois sincèrement qu'elle a été réussie. Bien. Enfin, la situation ne pouvait pas se résoudre en 24 heures. Nous savons que... Réussi aux yeux de qui, pardon? Parce que quand même, votre camp, de nombreux élus de terrain subissent quand même des retours crus et drus. Je suis un élu de terrain. Je sais ce qui se dit sur le terrain et je partage ce que vient de dire Alain Auffray tout à l'heure. La répartition, c'est à peu près celle-ci. Mais ça veut dire qu'il laisse une marge de progression importante pour nous et la capacité de rattraper le retard acquis. C'est en ça qu'il faut être déterminé et ne rien lâcher. Il faut continuer d'essayer de convaincre et de rassurer. Il a fallu un moment de cette transparence pour dire les choses. Ça a été fait, dont acte. La justice est saisie, elle fait son travail, elle fera son travail dans le délai qu'elle fixera. Nous ne la maîtrisons pas. Mais la campagne présidentielle, elle est là. Les délais sont là et il faut mener ce combat-là. Donc à partir de ce moment-là, il faut essayer d'aller convaincre ceux qui ont un doute, ceux qui ont été bousculés par cette situation, d'autant plus que les autres candidats ne progressent pas et que nous pouvons progresser, tout le monde est en sauf Marine Le Pen, peut-être, si vous avez bien lu le même sondage. Ça, on peut le regretter. Oui, il faut quand même que les gens comprennent un moment que le choix de Mme Le Pen est une impasse. Mais cela, on ne l'entend pas suffisamment, en tous les cas. Mais c'est une impasse. Et pourquoi on ne l'entend pas? Est-ce que parce que vous avez justement du mal à faire campagne, et alors que François Fillon dit qu'il est le rempart aujourd'hui contre Marine Le Pen, est-ce qu'il n'est pas au contraire le carburant aujourd'hui? Je ne fais pas partie de ceux qui, par principe, combattent les médias. Ce n'est pas le style de la maison. Mais force est de constater quand même qu'on parle beaucoup de M. Fillon et moins de Mme Le Pen. Madame Le Pen, elle a utilisé les moyens de l'Europe à des fins de sa campagne politique et personne n'y trouve à redire. Et ça n'empêche personne de vouloir voter pour elle sous prétexte qu'il faut balayer les autres. Enfin, quelques minutes de conscience quand même dans ce pays-là. Madame Le Pen est une impasse pour la France, une impasse pour l'Europe. C'est un danger public. Il faut que les choses soient dites clairement. Et un sujet ne nous empêche pas de parler aussi donc c'est bien de le dire, mais c'est bien que ce soit répété et que ce soit démontré. En revanche, il faut que François Fillon, on continue sur le terrain et qu'on explique. Rien n'est perdu, j'en suis intimement convaincu. Vous dites on continue sur le terrain et vous dites on laisse faire la justice. Pourtant, maître Corinne Dreyfus-Schmidt, il y a une contre-offensive judiciaire qui a été très forte, menée par le clan Fillon, menée François-Noël Buffet par ses avocats. Qu'est-ce que vous pensez de cette remise en cause de l'impartialité du parquet national financier? Est-ce que cela peut avoir des conséquences? Est-ce que c'est une stratégie risquée? Alors, je ne me permettrai pas de juger la stratégie de mes confrères. Simplement, vous dire qu'il y a une déferlante médiatique. Et cette déferlante médiatique présente M. Juppé comme coupable. Moi, je ne sais pas si Monsieur Fillon, oh le lapsus. Ça y est, je suis dans le plan B, moi. Monsieur Fillon comme coupable. Moi, je ne sais pas si Monsieur Fillon est coupable ou innocent. Mais en tout cas, c'est extrêmement inquiétant parce que nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire. Et je vous rappelle que l'enquête préliminaire est une enquête secrète
et non contradictoires. Donc nous avons la presse qui a obtenu les procès-verbaux d'audition, qui a eu connaissance de la procédure, or que les propres avocats de M. Fillon et M. Fillon n'en ont pas eu connaissance. C'est la procédure. Les avocats dans ce type encore d'enquête préliminaire n'ont pas. Oui, mais le la procédure, c'est pas la violation du secret de l'instruction. On peut tous le regretter. Donc voilà, donc il y a un moment où il y a cette lame de fond qui est partie, qu'ensuite les avocats décident de faire une conférence de presse pour mettre en cause le parquet financier. Je ne sais pas si c'est opportun en termes de communication et si c'est efficace judiciairement, mais en tout cas, ils ont dit qu'il y avait des limites quand même, et il a insisté, l'avocat de M. Fillon, sur les éléments exclusivement à charge, systématiquement, qui sont diffusés dans la presse. Alors, il n'est pas question de faire haro sur la presse, mais il est simplement question de rééquilibrer un petit peu les choses. Bruno Dive, maître Corinne Dreyfus a raison. Seulement, je peux rappeler qu'il y a quand même deux volets, deux pans. Il y a l'aspect judiciaire, et vous avez raison qu'on parle beaucoup, évidemment, de l'affaire, mais il y a un aspect, j'allais dire, comment le qualifier ? Plus moral, plus éthique pour un candidat qui mène campagne en demandant beaucoup d'efforts. C'est cela aussi qu'on analyse. Ce que vient de dire ma consoeur, pardon, maître Dreyfus-Schmitt, c'est quand même le sujet de fond. La question qui est posée par les avocats de François Fillon est une question d'abord de procédure, en disant que le parquet financier n'était pas compétent pour se saisir dans les conditions dans lesquelles il s'est saisi. Beaucoup de professeurs de droit, beaucoup de confrères, beaucoup de journalistes ont dit oui, la question mérite d'être posée parce qu'elle est réelle. Ne l'avez-vous pas dit avant, je veux dire ça parce que en matière de droit, le respect de la procédure est une protection des justiciables et des parties au procès. Et ça, c'est fondamental. Et il est quand même normal que François Fillon, dont la situation a été jetée en pâture, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, on peut plaider la transparence, tout ce qu'on veut, l'information. Il n'empêche que les principes de secret de l'instruction et de l'enquête préliminaire ont été bafoués et largement bafoués. Il est parfaitement normal que dans sa défense, on puisse expliquer que la saisine n'est pas compétente et qu'il y a un problème de procédure. Mais c'est tout le paradoxe de cette affaire, parce qu'il faut que ça aille vite. Et en même temps, il faut que ça aille lentement, parce que si ça va vite, il y aura une ouverture d'information et les avocats auront accès à la procédure et pourront contester, parce qu'aujourd'hui, il y a l'aspect judiciaire et l'aspect politique. Je vais vous laisser réagir tout de suite, Bruno Dive. On va juste écouter. Que dans cette démarche, il y a quand même juste le fait que s'il est entendu sur le fait qu'il ne peut pas être poursuivi en tant que parlementaire, il va laisser son épouse, Pénélope Fillon, toute seule en première ligne. Je pense que c'est parce que vous avez dit quand même, vous avez dit qu'il a fait une opération de transparence la semaine dernière. Non, il n'a pas répondu sur le fait que c'était vraiment un emploi. Mais ça, il doit des comptes à la justice. Et d'autre part, il n'a pas été interrogé non plus sur l'affaire de la revue des Deux Mondes. Mais il doit des comptes à la justice. Il doit des comptes à la justice. Et ça, c'est la justice s'ouvre. Il doit des comptes à la justice. L'aspect moral. Mais c'est une transition. Il y a l'aspect moral, il y a l'aspect judiciaire, il y a surtout l'aspect politique qui nous intéresse. On va écouter les propos, parce que vous n'êtes pas seul, François-Noël Buffet, vous l'avez rappelé, à soutenir François Fillon. Il y a également un autre sénateur, le républicain François Grosdidier. On va écouter ce qu'il dit. Après, vous analysez, Alain Onfray, comment, sur le terrain, il peut continuer à faire campagne, à imprimer et à défendre ses propositions. Certains n'avaient jamais accepté le verdict des primaires. Moi qui ai soutenu Alain Juppé au premier tour, je soutiens François Fillon, comme devraient le faire tous ceux qui s'étaient engagés à le faire. François Fillon n'a pas commis de faute au regard de la loi. Lui-même a présenté ses excuses et c'est une faute vénielle d'ailleurs au regard d'autres fautes pour lesquelles d'autres sont mis en examen et dont se réclament d'ailleurs certains de ceux qui organisent une dissidence aujourd'hui. Donc il faut être sérieux, c'est effectivement une chasse à l'homme qui est organisée et je crois qu'on ne doit pas, chez nous, se faire les alliés de ceux qui, à gauche, souhaitent qu'on ne parle ni du bilan, ni du projet, mais qu'on déporte complètement le débat sur des questions de personnes. Alain Onfray, qu'espèrent ces parlementaires, les Républicains? Ils espèrent que le temps va finir par faire son œuvre? Je pense qu'en disant il n'y a pas de faute au regard de la loi, en tout cas, ou une faute vénielle, il espère effectivement que viendra un moment où, au regard des enjeux, c'est-à-dire le redressement de la France, etc., tout ça paraîtra secondaire. Mais ça ne me paraît pas évident. Le 25% de militants qui disent plus jamais Fillon, dont je parlais tout à l'heure, ou plutôt d'électeurs que j'évoquais tout à l'heure, à mon avis, leur question, c'est pas de savoir si le parquet national financier est compétent ou pas. Ils trouvent que c'est moralement, les sommes en jeu sont trop importantes, que les salaires
qui ont été évoqués et pas contestés sont exorbitants et ils vont pas plus loin que ça. Donc c'est quand même très difficile. Je pense que ce qu'ils espèrent, c'est qu'effectivement, la campagne avançant, d'ailleurs ça s'est répété sans cesse, c'est l'élément de langage aujourd'hui, c'est dire il y a plus de 70 jours avant l'élection présidentielle, on ne va quand même pas passer notre temps à parler de ce tout petit sujet, alors qu'on a devant nous le redressement du pays. Ils espèrent que ça, ce sera audible. Pour le moment, c'est difficile. Audible, tout comme les propositions du candidat François-Noël Buffet. Comment, dites-nous, exemple concret, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes un parlementaire, un élu de terrain. J'imagine que vous avez rencontré, et ça, ne faisons pas de langue de bois, des électeurs, des citoyens qui ne sont pas contents, qui vous ont dit des choses peut-être assez directes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment vous défendez votre candidat quand quelqu'un vous dit « Moi, je ne comprends pas, voilà ce que je gagne, je ne comprends pas ». Moi, d'abord, j'explique quelles sont les règles aujourd'hui pour les parlementaires, pour avoir des collaborateurs. J'explique quand même qu'on revient de très loin, y compris dans cette maison au Sénat. Il y a eu des évolutions encore récentes, depuis 2014, sous l'initiative du président Larcher, qui ont assuré une transparence nouvelle, encore plus grande, et elle est absolument nécessaire. Et que la situation que l'on connaît aujourd'hui, manifestement, est insuffisante en matière de transparence, donc que nous devons, sur le plan législatif, évoluer là-dessus. J'explique que sur le plan du droit pur, dans ce qui concerne la partie collaborateur, je ne crois pas qu'il y ait de difficultés juridiques, effectivement, mais que nous avons besoin de retrouver cette confiance avec les électeurs. Voilà ce que je dis, en disant qu'il faut modifier sans doute la réglementation des assemblées et aller plus loin dans cette transparence, parce que c'est ce lien de confiance qu'on doit retrouver. À défaut de retrouver ce lien de confiance, qu'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, on a un vrai risque pour le fonctionnement démocratique de nos institutions, de notre République. Je crois qu'il faut qu'on ait conscience de ça. Parce que si les gens sont en défiance de façon permanente à l'égard de leurs représentants et de leurs élus, c'est la place à tous les populismes. Mais c'est notamment... C'est intéressant, ce que vous dites, la faute à qui alors? Non, mais la faute à qui? Parce que je pense qu'il faut effectivement avoir des règles plus claires, encore plus transparentes sur ce type de situation qui... Parce qu'il y a des affaires d'argent, parce que c'est de l'argent et que c'est volcanique dans notre pays. C'est clair qu'un élu et l'argent, c'est volcanique dans notre pays. Donc il faut rassurer les gens sur la manière dont les choses... Vous avez employé le mot, j'allais dire, c'est le mot magique, entre guillemets, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gagner. C'est la confiance. La confiance. D'où ma question, Bruno Duff, parce que même relégué en 3e position dans les sondages, François Fillon, il est quand même en 3e position pour le moment, malgré le sondage que vous avez cité, il pense que tout va se jouer dans un mouchoir de poche. Il pense que dans les derniers 15 jours de l'élection, il va pouvoir regagner cette confiance. Oui, parce que c'est arrivé pendant les primaires. Vous savez, on a toujours tendance à reproduire ce qui vous est arrivé, et c'est ce qui s'est passé pendant les primaires. Il a gagné dans les 15 derniers jours. Donc là, il n'est pas dans... Peut-être que je me tromperais, mais on n'est pas dans la même situation. On voit d'abord que cette élection qui s'annonçait comme imperdable pour le candidat de droite, quel qu'il soit d'ailleurs, est aujourd'hui très difficilement gagnable. Il n'est même pas sûr donc d'être au second tour. Il a un socle, on en parlait tout à l'heure, de 18-19%, vous vous rendez compte? Nicolas Sarkozy, il y a 5 ans, était à 25% et il a été battu. Et on considérait déjà que c'était pas haut. Et donc là c'est tout de même un socle très faible. Et moi je ne vois pas comment il peut faire campagne encore pendant 70 jours encore et défendre son projet, les mesures draconiennes, difficiles, rigoureuses, dont on peut discuter par ailleurs. Je ne vois pas comment il peut les défendre sans qu'on vienne lui rappeler cette affaire. Comment il peut dénoncer l'assistanat, comment il peut demander des économies sur les deniers publics. C'est quelque chose de très difficile. Les efforts. Admettons même qu'on parle un peu moins de cette affaire par lassitude ou parce qu'il n'y a pas de nouveaux éléments dans les jours ou les semaines qui viennent. Malgré tout, il sera toujours ramené à cette affaire d'emploi présumé fictif. Moi, je pense qu'il faut revenir au programme et qu'il défende son programme, quelle que soit la difficulté de celui-ci. C'est ce que vous souhaitez. Bien sûr que c'est ce que je souhaite. Mais est-ce que vous y croyez? C'est l'enjeu de fond et c'est l'enjeu fondamental de cette élection présidentielle quand on se compare et qu'on compare aux autres candidats. Soyons très clairs, parce qu'on ne parle que de François Fillon, que de sa situation, et on oublie de ce fait de parler des autres candidats, qui pour chacun d'entre eux, aucun d'entre eux n'a un programme sérieux pour la situation du pays. Or, la situation de fond, c'est quand même celle-ci. Et on ne peut pas laisser dépendre l'élection présidentielle aujourd'hui en France d'une hypothétique
procédure judiciaire dont on ne sait pas dans quel délai elle va se faire. Ça fait 2 fois que vous le dites. Excusez-moi, est-ce que vous dites que... parce que là, on dirait que c'est une forme... Je ne dis pas que c'est une menace, mais vous dites qu'il peut y avoir une crise institutionnelle si de la justice dépendait cette campagne et la candidature de François Fillon ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis que la crise institutionnelle et démocratique, elle est liée au fait qu'il faut impérativement que la population ait confiance dans ses élus et dans les outils et dans la manière dont ils travaillent et de leur rapport à l'argent. Ça, c'est fondamental. Parce que sinon, vous alimentez les populismes de tout poil. On va se retrouver et on se retrouvera un de ces 4 matins à la tête du pays avec des gens qui sont complètement impossible, et on sera dans une situation dramatique alors que le monde bouge dans tous les sens et que le pays est en grande difficulté. Vous entendez ce discours, on nous dit en gros, attention, si on continue comme ça, voilà ce qui va se passer. Oui, bah, c'est la volonté de dramatiser. À juste titre, c'est vrai que la situation objectivement est assez dramatique. Moi, ce que je note, c'est que dans le camp Fillon aujourd'hui, pour rassurer ceux qui disent c'est désespéré, on n'a plus aucune chance, ils leur disent 2 choses. 1, Macron, c'est très friable. Il est haut dans les sondages, mais en vérité, les certitudes de vote sont relativement faibles. Et puis par ailleurs, il rappelle une chose, c'est que, et c'est Patrick Stefanini qui est le directeur de campagne de Fillon et qui a été celui de Chirac à 2 reprises, il rappelle que Jacques Chirac n'a jamais été élu président de la République avec plus de 19% au premier tour. Donc ça laisse de la marge. Il est finalement pas si loin de ce score-là. Et c'est quand même, là, faire le pari d'un scénario extrêmement improbable, il n'est quand même pas sûr que le deuxième qui se qualifiera au premier tour de la prochaine élection présidentielle sera si bas. Puisque vous parlez de scénario, Maître Corinne Dreyfus-Schmitt, je reviens sur l'une des pistes que vous avez évoquées tout à l'heure. Nous sommes dans les suppositions, évidemment. On ne préjuge absolument pas, mais si une information judiciaire est ouverte, si un juge d'instruction va être désigné, il peut prendre tout son temps, le juge d'instruction, pendant la campagne présidentielle. Il peut vraiment mener une enquête à son rythme totalement. Sans tenir compte d'aucune échéance. Tout à fait, d'autant qu'il y a une espèce de tradition qui consiste en ne pas interférer sur des élections quand il y a des échéances. Donc le magistrat a tout à fait cette possibilité. Il a aussi la possibilité de mettre M. Fillon très rapidement en examen, celui-ci ayant déclaré que s'il était mis en examen, il ne se présenterait pas à la candidature suprême. Mais la seule solution acceptable pour François Fillon, c'est le classement sans suite. Parce que toute autre solution fait pendre la menace, laisse pendante la menace d'une mise en examen. Or, on sait ce que ça signifie. Oui, mais si le temps est long, la campagne sera très difficile pour vous savez très bien qu'il y a l'immunité présidentielle, donc il y aura un gel des poursuites pendant tout le temps du mandat s'il était élu. Il peut aussi y avoir la mise en examen de son épouse dans l'affaire, en tout cas de la revue des demandes. Oui, ce serait peut-être pas très cohérent de faire une distinction entre les deux. En tous les cas, François-Noël Buffet, on imagine, parce que on imagine que vous avez mis, et ça c'est même si vous êtes parlementaire, sur l'aspect judiciaire, vous avez devant vous toutes les options et vous les avez envisagées ici avec d'autres parlementaires, etc. À partir de quelle date précise, est-ce que vous retenez, comme certains, les commentateurs parlent du 17 mars, date de dépôt des candidatures, comme une date définitive, fatidique, à partir de laquelle aucun changement de candidat n'est plus possible. En définition, c'est impossible, madame, de vous répondre. Comment voulez-vous que je réponde? La décision dépend d'un magistrat dont on ne maîtrise pas la décision par définition. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Et elle dépend aussi de François Fillon. Qui peut considérer qu'il fait courir de tels risques à sa famille politique et au pays, peut-être d'ailleurs, que voilà. Alors, en tous les cas, sur ce plateau, nous avons un sénateur Les Républicains, vous l'avez dit tout à l'heure, déterminé, soutien vraiment ferme de François Fillon. Et comme nous sommes équilibrés, nous avons également écouté, nous allons rejoindre le groupe de parlementaires, je crois qu'ils étaient 17 environ, qui a dîné ce soir. En ligne avec nous, c'est le sénateur Les Républicains Alain Houpert. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez donc, je l'ai dit, réunis ce soir avec quelques parlementaires. Vous rencontrerez demain François Fillon, notamment au Sénat. Qu'est-ce que vous allez lui dire, compte tenu de votre réunion ce soir? Les députés vont rencontrer François Fillon en réunion de groupe. Nous avons préparé ce soir, nous étions 17, comme vous l'avez précisé, et nous représentions de nombreux députés qui n'ont pas pu se joindre à nous. Nous avons vraiment échangé les retours sur le terrain. Nous avons parlé vraiment avec émotion et raison sur la situation qui est grave. Nous ne pouvons actuellement plus faire campagne. Nous ne sommes plus audibles sur le terrain, sur un programme, et nous avons décidé de dire demain, que les députés vont dire demain à François Fillon la gravité de la situation, parce que là nous arrivons
au bout des 15 jours, mercredi, ce sera les 15 jours que nous avait demandé d'attendre François Fillon à son QG de campagne, vous vous souvenez. Donc les 15 jours sont faits, sont terminés. La situation est toujours aussi incertaine. Les difficultés s'empilent et chaque jour, notre candidat s'affaiblit et les chances de gagner et d'être au deuxième tour s'amoindrissent. Alain Aupert, je vous avais reçu ici même sur ce plateau il y a un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours. À ce moment-là, vous étiez l'un des seuls ici au Sénat à évoquer le plan B. Est-ce que vous estimez, et puis à partir du moment où François Fillon avait tenu sa conférence de presse, où vous étiez peut-être un petit peu rangé, en tout cas rentré dans le rang, est-ce que vous estimez ce soir que c'est terminé pour vous, qu'il faut absolument, selon vous, qu'il se retire ? Oui, il faut trouver une autre solution. Il faut trouver une autre solution parce que chaque jour, notre candidat s'affaiblit. Chaque jour, la situation est catastrophique sur le terrain. Les gens sont dans le doute et il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes sur la situation judiciaire de François Fillon et des incertitudes de plus en plus grandissantes sur sa capacité à convaincre l'opinion. Et Alain Aupert, est-ce que vous étiez tous d'accord ce soir pour aboutir à cette conclusion dont vous nous parlez à l'instant ? Tous d'accord. C'était une belle réunion où chacun a pu s'exprimer. Depuis le début de campagne, depuis la fin de la primaire, nous n'avons jamais pu nous exprimer. Qu'on soit sarkozyste, juppéiste, nous avions un juppéiste, nous avions une UDI avec nous. Donc on a pu s'exprimer au-delà de l'esprit partisan, au-delà de la défense des candidats que nous avons défendus lors de la primaire. Eh bien, je vous remercie pour votre réaction. Première réaction ce soir dans On va plus loin sur Public Sénat. François-Noël Buffet, qu'est-ce que vous pensez des propos de votre collègue ? Je n'ai pas de commentaires à faire, si ce n'est que c'est en tout point regrettable. Naturellement que des réunions de cette nature et des déclarations de cette nature, on comprend bien la difficulté des députés qui vont être en élection législative. On n'est pas complètement inconscient, mais c'est de nature à continuer d'alimenter les difficultés et de finalement, sous le prétexte de trouver une bonne solution, de créer encore plus de problématiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais quand même rappeler qu'ils n'ont pas attendu 15 jours. Je me souviens de la réunion des parlementaires qui s'est tenue il y a 15 jours. C'est à l'issue de la réunion qu'ils sont sortis devant les micros pour annoncer ce qu'ils disent déjà, ce qu'ils redisent aujourd'hui. Donc voilà. Mais est-ce que vous entendez néanmoins ce que vous dit ce sénateur au-delà des élections législatives ? Il vous dit, moi je ne peux plus parler sur le terrain. Oui, c'est pas tout à fait ce que moi j'entends sur le terrain, là où je suis, ou ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr que c'est difficile, personne ne va nier le fait que la situation ne soit pas difficile, mais pas de catastrophisme non plus à tout craint. Et notre rôle, c'est aussi d'expliquer et d'essayer de convaincre. Il est vrai, Bruno Dive, qu'il faut faire attention, c'est un petit groupe de parlementaires. Il y a 270 parlementaires qui soutenaient François. C'est pour ça que j'allais le rappeler. Enfin, ils sont 17, est-ce que ça va être... Ce sont des pionniers vous savez, un petit groupe, d'abord, il y a 15 jours, ils n'étaient que 2 à s'exprimer publiquement, là, ils sont 17, enfin, apparemment. Et ça peut lâcher, ça peut libérer un certain nombre d'autres énergies. Ça rejoint ce qu'on lisait dans Le Monde cet après-midi, comme quoi de nombreux députés ou d'élus ne sont pas du tout chauds pour organiser des déplacements de François Fillon, qui d'ailleurs ne tient pas à se déplacer non plus trop souvent par crainte d'incidents, de mauvaises images. Donc ça devient vraiment une campagne, sinon impossible, mais très difficile à mener. Cette réunion d'ailleurs inquiétait quand même au QG de campagne de François Fillon, puisque des coups de fil ont été passés, y compris par François Fillon lui-même d'ailleurs, depuis la réunion, pour dissuader... certains sarkozystes plus en vue que les gens que monsieur, de ne pas participer à cette réunion. Donc ils auraient pu être, à mon avis, plus nombreux s'il n'y avait pas eu ces... Et plus connus.
les plus connus. Voilà. Pour conclure, on va évidemment conclure sur l'aspect politique. Une question sur l'aspect judiciaire. Corinne Dreyfus-Schmitt, est-ce que cette affaire, cette déflagration politique inédite quand même, à 70 jours de la présidentielle, elle va laisser des traces? Il y a quand même, on le voit bien avec certains juges, une forme de défiance entre certains politiques ou les politiques et les juges. Il y a une remise en cause de l'impartialité de ce parquet financier. Il y a une décision qui est attendue, qui va peut-être changer l'avenir du pays. François Fillon était quand même le favori, le candidat favori à cette élection présidentielle. Tout cela va laisser des traces pour votre institution? Et je pense que oui, mais vous savez, la relation du politique et du monde judiciaire a toujours été compliquée. Il y a toujours une défiance réciproque d'ailleurs qui existe. Donc je pense qu'a fortiori dans le climat actuel et compte tenu de l'échéance, parce que tout vient de cette échéance, sinon cette affaire n'aurait certainement pas pris les proportions qu'elle a pris, parce qu'il y a d'autres hommes politiques qui ont déjà été poursuivis en leur temps, mais c'est compte tenu de ce calendrier qu'effectivement la situation est extrêmement difficile et le parquet financier est en tête de pont de cette situation, or que je dirais que l'affaire est sortie quand même par le canard enchaîné au départ. François-Noël Buffet, pour conclure, est-ce que demain vous serez aussi déterminé que ce soir? Et oui, pour quelle raison je changerais? Pour les parlementaires qu'on vient d'écouter et la journée que vous aurez à affronter demain et puis les autres également sur le terrain. Écoutez, j'ai un engagement, j'ai un certain sens de la loyauté et donc je n'ai pas de difficulté particulière. Je continuerai à défendre notre candidat parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. Mais je dirais, comme dit Maître Dreyfus-Schmitt, il y aura des choses, il y aura un après. Et cet après, on aura sur le plan d'ailleurs juridique et du fonctionnement de notre vie publique à le traiter. La question réelle du secret de l'instruction, la question, quelles que soient les personnes naturellement, méritera à un moment ou à un autre d'être posée. Il faut peut-être simplement abolir le secret de l'instruction. Peut-être, tout simplement. Nous aurons en tous les cas l'occasion d'en parler. Agenda judiciaire et actualité politique intense. Merci beaucoup pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission, et nous allons parler à présent de la situation qui reste inflammable en Seine-Saint-Denis. Le gouvernement appelle au calme, bien sûr, et à l'apaisement, mais ce sont toujours les mêmes images qui posent de nouveau les mêmes questions. Sur ce sujet, le match des idées opposera dans quelques instants Erwan Lenohan, professeur de droit, à Claude Posternac, fondateur du site l'important.fr. C'est dans quelques instants. Incontestablement, il a sa patte. Mais ce style qui lui a permis de gagner la primaire sera-t-il un atout dans la présidentielle? Son mot d'ordre, garder le cap, lui permettra-t-il de rassembler son camp? Et son art rhétorique ne tourne-t-il pas parfois à celui de beauté en touche? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, l'ex-frondeur devenu champion de son camp. Déshabillons-les, mercredi à 18h45 sur Public Sénat. Le social business, c'est bien l'économie qui est au service de l'homme et non pas l'homme qui est au service de l'économie. Danone a considéré évidemment le pays comme le Bangladesh, l'Inde, comme un marché. Mais en même temps, ils ont aussi beaucoup investi pour faire en sorte que quelquefois il puisse y avoir des productions locales permettant de générer un profit local. Souvent, c'est une famille qui a une vache, deux vaches. Nous travaillons avec ces familles pour que petit à petit les revenus soient plus importants, mais aussi pour que l'usine ait le bon lait dont elle a besoin pour fabriquer les bons yaourts. Social Business, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent et analyser la situation après les violences en Seine-Saint-Denis. La réalité est totalement inflammable. La police craint la contagion. Le gouvernement est sur des charbons ardents. On va en parler avec nos invités ce soir. Erwan Lenohan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, professeur de droit à Sciences Po, consultant en stratégie. Et Claude Posternac, bonsoir. Bonsoir. Fondateur notamment du site l'important.fr. Messieurs, avant de débattre de cette actualité, d'entrer dans le vif de notre sujet, de notre débat, je vous propose de regarder le panorama de ces violences et malheureusement, cela ne date pas d'hier. La Seine-Saint-Denis en proie à un nouvel accès de fièvre. L'affaire Théo ravive les tensions entre la police et une partie de la jeunesse des banlieues. Dans ce fait divers et tous ceux qui ont émaillé l'actualité ces 40 dernières années, l'étincelle est toujours la même. Un jeune d'un quartier est tué ou blessé par la police. Un choc qui déclenche un cycle de représailles et de dégradation.
Pour Théo, à Aulnay-sous-Bois, les premières conclusions de l'IGPN s'orientant vers un acte accidentel des forces de l'ordre attisent un peu plus le sentiment d'injustice. Ce sentiment est à l'origine des plus grandes émeutes urbaines que le pays a connues en novembre 2005, après la mort de 2 adolescents électrocutés dans un transformateur EDF suite à une course-poursuite avec la police à Clichy-sous-Bois. Les quartiers populaires de France s'embrasent. 3 semaines d'affrontements et de dégradation qui ont poussé le gouvernement à décréter l'état d'urgence pour contenir le soulèvement. Ces émeutes donneront naissance au collectif Assez le Feu qui portera les revendications des quartiers trop peu entendues. Du boulot, le 1, du boulot, 2, du boulot, 3, du boulot. Du boulot, l'éducation, le logement aussi, on habite mal, on habite tous dans des cités, c'est pas normal. En 1995 et 1981, les foyers de révolte se trouvaient dans la banlieue lyonnaise. Vaux-en-Velin, Vénissieux seront les premières villes à connaître ces émeutes urbaines qui déboucheront sur la marche des beurs avec à la clé beaucoup d'espoirs déçus pour les initiateurs du mouvement. La réponse des élus au malaise des quartiers sera d'instaurer la politique de la ville au début des années 90. Elle a débouché sur des actions de rénovation réussies sans parvenir à briser la logique d'exclusion constatée encore récemment. Il y a ces inégalités sociales, il y a les inégalités territoriales qui souvent se confondent. C'est pour ça que j'avais parlé d'apartheid territorial et social. Dans les années 2000, les plans banlieue de Jean-Louis Borloo ou de Fadela Amara portaient de grandes ambitions qui se sont heurtées aux problèmes de financement. Depuis 40 ans, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à tenir un cap durable sur cette question, contraignant les uns et les autres à faire de la gestion de crise. Voilà pour ce panorama sur plusieurs années dont on va parler. Mais d'abord, depuis le début des événements d'Aulnay-sous-Bois, l'actualité, le gouvernement navigue, Erwan Henoy, entre le risque et la crainte d'une contagion et la volonté de ne pas créer de polémique en pleine campagne présidentielle. Ce sont 2 écueils dangereux qu'il a réussi à éviter pour le moment. Jusque-là, plus ou moins, oui, mais parce que ça lui échappe aussi beaucoup, que ce soit ce gouvernement ou n'importe lequel. Je crois que ça fait, le reportage vient de le rappeler, ça fait des années que la situation dans les quartiers n'est pas maîtrisée, ni en termes de violence, de révolte urbaine, ni en termes même de dégradation sociale. C'est des quartiers où la République est relativement absente sur de maints domaines. Donc le gouvernement fait de son mieux pour éviter l'embrasement, pour montrer la compassion qu'on comprend et qui est nécessaire vis-à-vis de Théo et des jeunes qui s'identifient à lui, pour aussi arrêter ceux qui auraient envie de casser et qui n'ont rien à voir souvent avec ces jeunes en colère, et aussi pour apporter du soutien, pour apporter comme il le faut le soutien à la police. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Jusque-là, j'ai l'impression qu'il l'a plus ou moins trouvé, mais il continue à marcher sur des œufs et à naviguer entre des écueils que pendant les 5 dernières années, il a en partie créé aussi, en ne faisant rien dans les quartiers, en faisant beaucoup de promesses en 2012, qu'il faut le dire, ne se sont matérialisées en aucune manière depuis 5 ans. C'est le cas, Claude Posserin, que tous les 5 ans, les responsables politiques s'aperçoivent qu'il y a des quartiers sensibles dont il aurait fallu s'occuper. Ça dure depuis 1977, donc c'est pas hier, ça fait 40 ans exactement. On est face à un vrai problème de rupture de promesses républicaines. La promesse républicaine, c'était lorsqu'un immigré venait en France. En gros, tous les immigrés, mon grand-père était un immigré. Il savait que sa première génération, ça allait être difficile, mais il savait dans la promesse républicaine française que ses enfants seront des enfants comme les autres, parce qu'il y avait 3 facteurs d'intégration dans la République française, qui étaient l'école, de l'armée pour les garçons, et 3, le travail. Je ne parlerai pas de l'école, on en a déjà suffisamment parlé ici avec l'étude PISA, qui prouve quand même que nous dépensons 20 milliards de plus que les Allemands et qu'aujourd'hui, on considère que notre école républicaine est la plus inégalitaire de toute l'Europe, ce qui est quand même assez incroyable, improbable, et qui souligne un problème de fond dans la société française, de l'égoïsme de la société française par rapport à des personnes qui sont venues, qui n'ont pas été intégrées. Et je rappelle ce chiffre quand même dramatique. Aujourd'hui, chez les 15-34 ans, le taux de chômage dans les banlieues est à 45%. C'est énorme, c'est-à-dire quasiment une personne sur 2 ne peut pas trouver un emploi. Et ça touche encore plus les femmes, puisqu'au niveau des femmes, on arrive à 48%. Bon, donc la promesse républicaine n'a pas été tenue depuis très 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 longtemps. Et les réponses qui sont des réponses de rénovation ne correspondent pas
aux attentes des populations. Et c'est normal. Elles sont dans des ghettos. C'est pas parce que le ghetto sera peint en bleu et en jaune qu'ils ne sortiront des ghettos. Sortir du ghetto, c'est quoi? C'est 2 niveaux. C'est casser l'école telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une école profondément inégalitaire. Et deuxièmement, le plus important, c'est comment on règle le problème du chômage. Vous êtes d'accord, Erwan, sur cette promesse républicaine qui s'appuie même sur un triptyque, l'école, le chômage et donc l'intégration, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que je crois que votre reportage l'a rappelé, il y a eu des politiques qui ont été mises en place, probablement avec de bonnes intentions au départ, en créant des zones. Et beaucoup d'argent au départ. Et beaucoup d'argent. Et Jean-Louis Borloo, par exemple, a rénové, et vraiment dans certains quartiers, ça se voit de manière très sensible combien les bâtiments ont été rénovés. Mais si vous repeignez les murs et que vous remettez dedans les mêmes populations qui ont des difficultés, vous en avez parlé, sociales, des difficultés à trouver un emploi, que vous remettez des mêmes écoles avec les mêmes difficultés, les bâtiments ont beau être repeints, les problèmes sont toujours là. Et donc, effectivement, moi je partage tout ce que vous avez dit. On a des politiques qui ont échoué et je crois aussi des politiques au sens de responsables politiques qui sont lourdement coupables. En partie, certains, parce qu'ils s'en sont désintéressés. Pour le dire simplement, les banlieues, ce n'était pas leur électorat, donc on laisse, ce n'est pas notre sujet, on a d'autres problèmes. Et d'autres, au contraire, et ça se voit nettement dans certaines banlieues, d'autres ont fait en sorte d'y concentrer les problèmes. Parce qu'en tenant de certaines populations dans la dépendance à l'aide sociale, aux subventions, ils sont assurés un électorat captif auquel qu'on va voir à chaque élection, avant chaque élection, et c'est pour le coup assez simple. Je vous recommande de prendre les interventions de François Hollande sur les banlieues depuis le début de son quinquennat. C'est systématiquement entre 3 et 6 mois avant une élection, avant les cantonales, avant les municipales, et évidemment son tour de France des banlieues en 2012 qui n'a abouti sur absolument rien. Ah, vous allez loin quand même, parce que vous imaginez une forme de politique mise pour entretenir une certaine... Alors, je vous dis, c'est pas que François Hollande, c'est du cynisme. C'est du cynisme électoral pur. Allez voir, il faut relire son discours d'Aulnay-sous-Bois en 2012, dans lequel il va voir les banlieues. Ça conclut son tour de France des banlieues. Il leur dit, vous êtes des victimes et grâce à moi, vous allez retrouver le pouvoir et vous allez retrouver votre place dans la société. Alors, retrouver la place dans la société, c'est très bien, mais sauf qu'il y a le discours avec victimaire pour s'accaparer l'électorat. Et vous avez après des banlieues rouges d'Île-de-France où, en effet, quand vous avez des quartiers qui sont extrêmement segmentés, des villes qui sont extrêmement segmentées, dans lesquelles il y a des bars HLM qui concentrent toutes les difficultés sociales et où en effet les élus ont fait en sorte que les difficultés s'y concentrent. Oui. Quel paysage, quel panorama, quelle réalité. La réalité est dure, mais elle dépasse, je pense, le cadre de la droite et la gauche tel qu'on le connaît, parce que je pense que les deux sont co-responsables de la situation. Alors c'est une faillite française. Oui, c'est une faillite française. Comment l'expliquer ? Non, alors c'est une faillite française. Pourquoi ? Aujourd'hui, en tous les cas, je crois que le pacte républicain qui vient de la libération, qui vient du CNR, la droite, la gauche, la société civile, ensemble, qui décident de créer un compromis entre la classe ouvrière représentée par Maurice Thorez, la bourgeoisie représentée par le général de Gaulle, ce compromis qui fait des avancées sociales extraordinaires dans un contexte particulier qui est la reconstruction et aussi dans un taux de croissance énorme où on a besoin de bras pour reconstruire, où tous les gens sont à l'intérieur du système, aujourd'hui montrent ses limites, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur du système se protègent. Donc il y a un égoïsme incroyable de la société française. Et je dis malheur à celui qui est à l'extérieur. Malheur aux chômeurs, parce que quand il sort pour revenir, c'est extrêmement dur. Malheur aux populations qui travaillent, qui sont aujourd'hui dans des ghettos. On ne pense pas à eux. Et le corps social se protège pour protéger ceux qui sont à l'intérieur du système. Ce compromis historique est mort, il est caduc. Comment aujourd'hui la société française peut recréer un nouveau compromis entre les Français qui repose la question simple. Aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui sont hors du système. Comment ces 10 millions de Français, on les met au cœur du système? Comment on repense un New Deal à la française? C'est un débat, malheureusement, qu'on n'entend pas suffisamment aujourd'hui dans la présidentielle. Nous avons des petits bouts de programme à gauche, à droite. Le vrai sujet, il est autre. C'est un sujet global. Quel compromis il faut proposer à la société française pour que la société française bouge et pour qu'on en finisse avec ces ghettos qui sont
insupportable dans notre promesse républicaine. Erwan Lenormand, quand vous entendez parler de sécurité, quand vous entendez parler de formation des policiers, quand vous entendez parler de lutte aussi contre les trafics de drogue, parce qu'il faut dire aussi ce qui s'y passe, vous trouvez que ce sont des solutions annexes, ce dont on parle depuis plusieurs années? Non, du tout, et je ne crois pas que ce soit qu'on essaie de dire. C'est juste un point d'abord, c'est que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais pas quand vous employez le terme d'égoïsme de la société française. Je pense que il y a une partie peut-être des élites qui sont égoïstes, je et qui veulent pas que ça soit... eux. Voilà, mais pas les classes moyennes qui sont, par exemple, qui certes bénéficient d'un certain nombre de lourdeur de la société française aujourd'hui et dont on comprend qu'elles n'ont pas envie d'être déstabilisées. Mais non, la sécurité en banlieue, c'est un vrai problème. Quand vous allez dans certains quartiers que personne ne s'y sent en sécurité, que la police n'y va pas, qu'il y a très peu de policiers, qu'il y a des vols, qu'il vaut mieux faire confiance aux caïds du quartier quand on se fait voler plutôt qu'à la police parce que c'est plus facile. Eux qui ont les bonnes informations, il y a des vrais problèmes de sécurité, il y a des vrais problèmes de drogue. C'est d'ailleurs dans les quartiers en général où il y a beaucoup de drogue qu'il y a le moins de violence, parce que les quartiers sont tenus, et pas par la sécurité, mais par les dealers. Et il y a des vrais problèmes qui sont là. Mais tous ces problèmes demandent de faire des efforts. C'est-à-dire, prenons l'exemple de l'école. Ça n'est pas en créant 60 000 postes ou en remettant 2 heures de français qu'on va résoudre le problème des écoles dans les quartiers. Ça demande une réforme structurelle de l'éducation en France et particulièrement dans ces zones-là. Pour y parvenir, ça demande des efforts et ces efforts, on ne les obtiendra pas de la société française si on lui dit que c'est un arbitrage budgétaire et si on ne lui montre pas ce vers quoi on va et le projet qu'on défend en faisant ça. Le projet, on aimerait bien l'entendre, comme vous l'avez dit dans cette campagne présidentielle. Pour le moment, on entend des bouts de propositions. Voici une proposition que je voudrais vous soumettre. C'est le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a parlé de ce qui est arrivé à Théo. Il a dit que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et plus largement, il a émis une proposition différente de celle du récépissé. On va l'écouter. Il était ce matin l'invité de nos confrères de France Inter. Je crois qu'il faudrait que quand il y a un contrôle, soit délivré par le policier ou le gendarme qui fait le contrôle, une attestation nominative enregistrée pour la personne avec un double anonyme. On saurait combien il y a de contrôle d'identité. On ne le sait pas. Elle nous apporterait des indications sur les lieux où ça se passe. Elle nous apporterait des indications sur les motifs, car il s'agirait de motiver, bien entendu. Et d'autre part, elle permettrait des recours. Et donc, on aurait le sentiment que, en ce qui concerne les contrôles d'identité, ça n'est pas ce que j'appelais tout à l'heure une confrontation, mais je dirais un rapport normal entre la police et la population. Claude Postanac, là on est loin du projet pour refonder la République, mais quand même, c'est une question précise, concrète et pragmatique sur le contrôle d'identité. Il est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai vu ce soir un excellent papier chez 24 heures où il y a des témoignages justement de gens qui sont issus de banlieues et qui montrent un peu leur détresse. Dans cette détresse, ce qu'on sent, c'est la volonté de s'intégrer à la société française. Il n'y a pas un refus de s'intégrer. Il y a une volonté, mais c'est extrêmement difficile. Il y a un chiffre qui est terrible. Lorsqu'on a un bac plus 2 aujourd'hui et qu'on vient des banlieues, on a 3 fois moins de chances de trouver un travail. Ça crée une aigreur, ça crée ce sentiment qu'au bout de la 3e, parfois la 4e génération, parce qu'on est dans les quartiers, on a du mal aujourd'hui de rentrer dans la société française. Et 2, lorsque vous surajoutez dessus que lorsqu'on est d'origine maghrébine ou lorsqu'on est noir, on a 7 fois plus de risque de se faire contrôler, je crois de mettre une limite, c'est-à-dire de donner un indicateur et qui permettrait aussi de faire un suivi, de dire... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la société française lorsqu'on est différent, lorsqu'on vient d'un quartier? Pourquoi il y a 7 fois plus de contrôle? Est-ce qu'il y a un délit de faciès? Et s'il y a délit de faciès, il faut les dénoncer. Donc, tout ce qui va dans le sens d'améliorer les choses et de réguler et d'expliquer aussi, d'avoir une pédagogie par rapport à la police qui doit être républicaine. Elle l'est dans sa grande majorité. Mais il faut que les gens recommence à parler, c'est-à-dire que la police recommence à parler avec les cités. Malheureusement, en 2008, rappelez-vous, en 2008, Nicolas Sarkozy a souhaité arrêter la police de proximité, justement dans les témoignages que j'ai pu lire ce soir. C'est une erreur Oui, c'était une erreur majeure. Il faut entretenir du lien et du lien social. Vous avez dit quelque chose d'important, évidemment, et on le comprend pour ces problèmes de contrôle d'identité. Il y a une grande injustice pour un très très grand nombre de ces personnes qui sont contrôlées, multi-contrôlées. Erwan Lenormand, par
Par contre, je reviens sur peut-être une partie. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, on a l'impression, Claude Posterac, vous dites, c'est la faute de la société, c'est la faute des élites, c'est la faute à tous les autres si finalement ils ne réussissent. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce discours-là? Alors, je ne sais pas si c'est celui qui est tenu, mais je ne suis pas d'accord avec ce discours. Et comme je ne suis pas d'accord avec la proposition du défenseur des droits, parce que je crois que, a priori, c'est établi, oui, en France, il y a des contrôles aux faciès et tout le monde trouve ça scandaleux. Et tout le monde sait qu'il y a probablement un travail à faire avec la police. Mais quand on voit comment sont les contrôles je ne connais pas, je crois que personne ne connaît exactement, à part quelques spécialistes, le sujet de Théo, donc c'est pas ce sujet-là, je le mets à l'écart, c'est pas de celui-là dont je parle. Quand on voit comment se passent les relations entre les jeunes et la police, c'est des jeunes qui font des rodéos sans casque devant les voitures de police, donc pour les narguer, donc leur dire aux policiers, vous allez devoir donner un petit papier après, on voit tout à fait comment ça va, en fait, à mon sens, être un prétexte à de nouvelles relations conflictuelles. Moi, je pense que c'est pas ça. Et je pense qu'on a une erreur de dire les jeunes, comme si tous les jeunes faisaient du rallye. Non, bien sûr que non. Etc. Mais c'est pas anodin non plus. Non, mais il existe aujourd'hui des zones de tension. Il existe des jeunes qui ont des comportements qui sont hors société et qu'il faut condamner, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que la banlieue, ce n'est pas ça. Et on y vit, on y travaille, on va à l'école. Ce n'est pas ça. Donc il faut pas généraliser, parce que la généralisation... Là, vous le dites un peu aux médias, je suppose, Claude Posterac. Vous avez raison. Je le dis aussi aux femmes et aux hommes politiques, arrêtons de généraliser, on ne peut pas généraliser. C'est comme dire les juifs, les musulmans, ça n'a aucun sens. La banlieue, ça n'est pas ça, je suis d'accord, et je suis le premier à l'avoir défendu et à expliquer qu'en effet, dans la banlieue, il y a plein de jeunes qui ont beaucoup de talent, il y a plein de gens qui travaillent dur pour réussir leur vie et permettre à leurs enfants de réussir la leur. Mais il y a aussi ces jeunes, ces groupes de jeunes, je ne sais pas comment on peut les désigner, qui sont des délinquants, qui provoquent la police et qui font la loi dans les quartiers. Il suffit de ces quelques groupes pour terroriser tout un quartier. Donc c'est quand même, là où je veux dire que c'est pas anodin, c'est que il faut pas donner non plus l'impression que, à part dans cette affaire Théo que je mets à l'écart, c'est la police qui est responsable dans ce pays, ni c'est la société. La promesse républicaine doit être tenue. Et la loi républicaine doit être tenue. Ce sont des belles paroles. Non, mais toute la question, c'est comment faire coexister ces deux réalités. Mais cette réalité, c'est comment on pense aujourd'hui, et je reviens à ce nouveau contrat qu'il faut poser à la société française, c'est comment on sort d'un chômage de masse. Je rappelle ce chiffre qui est toujours à chaque fois incroyable. 6 500 000 personnes sont inscrites à Pôle emploi. Quand je prends les catégories A, B, C, D, E, c'est un scandale absolu. Rien n'est fait, je le dis bien, rien n'est sérieusement fait pour mettre fin au chômage de masse. Et comme on sait, il suffit d'entendre les témoignages dans votre reportage, c'est quoi? Que veut-on? 1 du boulot, 2 du boulot, 3 du boulot. C'est quand même la priorité absolue. Tant qu'on n'aura pas résolu le problème du travail, qui est la première source d'intégration dans une société, nous n'arriverons pas à régler le problème. Malheureusement, on est un peu mal parti vu le chômage de masse. Mais c'est pour ça que je reviens à l'égoïsme. Et vous aviez raison de le citer. Quand je parle d'un égoïsme, c'est un égoïsme d'une partie de la société. On parle du 93. Dans le 93, vous le savez, et là c'est aussi un déni, c'est le conseil départemental où il y a le plus d'arrêts maladie des personnels. Bon, là je parle d'égoïsme. Vous pouvez pas être dans un département où la première source c'est le chômage et prendre 30 jours d'arrêt maladie par an. C'est pas possible. Non, en tous les cas, la vision que j'ai de la société française, elle n'est pas à ce niveau-là. On va conclure. Erwan Lenor. Non, tout à fait. Pour dire... Il y a les problèmes. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'en effet, il y a des difficultés sociales qui sont très fortes, des fragilités qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas non plus oublier que, comme vous le disiez, la loi doit être respectée dans ces quartiers et qu'elle ne l'est pas. Et ce sont ces petits faits du quotidien qui fait que beaucoup de gens votent Front National et font un vote de colère parce que la loi républicaine n'est pas respectée dans ces quartiers-là. Et donc on ne pourra avancer que si on fait cette transformation dont vous parliez, structurelle, et qu'en même temps on fait aujourd'hui ces petits gestes du quotidien pour que la République soit rétablie dans les quartiers. Et pour faire cette métamorphose structurelle, il faudrait que ce soit un vrai sujet de campagne et non pas qu'il soit abordé quelques semaines tous les 5 ans. Et puis avec un côté un peu hors sol des politiques, je suis désolé, mais dans les dernières mesures qui ont été prises, mais qui sont pleines de bonne volonté, de dire on va donner 5 000 €
aux entreprises qui engagent une personne des quartiers. Ça n'a aucun sens. Un entrepreneur, il n'a pas un effet d'aubaine pour une personne qui l'embauche. Plus globale. Mais plus global. Merci en tous les cas pour ce débat et cette analyse et ce match des idées toujours vif avec vous, messieurs. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est la revue de presse et puis l'entretien. Mon invité est un grand historien, Patrice Guénifé, mais d'abord le tour d'horizon de l'actualité du jour. L'émotion est légitime, mais ne saurait en rien justifier des violences inacceptables. Les mots sont signés du Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui, après les incidents de ce week-end à Bobigny et Argenteuil, recevait à Matignon, aux côtés du ministre de l'Intérieur, plusieurs associations antiracistes. Le ton se voulait ferme mais apaisant. Le devoir d'exemplarité des forces de l'ordre a notamment été rappelé. À l'issue d'une rencontre de 2 heures, le gouvernement a retenu le dispositif de la caméra piéton pour équiper les policiers. Les associations restent prudentes. La seule question qui va se poser maintenant, c'est de savoir comment on contrôle le déclenchement dit systématique ou obligatoire de cette caméra au moment d'une interpellation. Donc vous voyez, les mots sont importants, la mise en application des décisions devient primordiale. À gauche. Yannick Jadot, candidat écologiste, et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, côte à côte pour dire non à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada qui doit être voté mercredi au Parlement européen. L'image symbolique d'une gauche unie qui pourrait appeler un autre rassemblement national cette fois-ci. Yannick Jadot annonce des discussions constructives avec le candidat du PS, Benoît Hamon. Son de cloche en revanche bien différent du côté de Jean-Luc Mélenchon. On ne gagnera jamais avec une combine. C'est fini. La politique des années 70, l'union est un combat. Aujourd'hui, c'est devenu l'union est une combine. Donc non, ça, ce n'est pas possible. Marine Le Pen. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. La promenade des Anglais, cible de l'attentat du 14 juillet dernier. Marine Le Pen a rendu hommage aux victimes, ciblant au passage l'islamisme radical et l'action du gouvernement. La présidente du Front National s'est également rendue à la frontière italienne, l'occasion pour elle de parler d'immigration et de prôner la sortie de la France de l'espace Schengen, deux des fondamentaux du FN. Quel est le message que vous faites passer tout à l'heure en allant au poste frontière ? Qu'elles sont nécessaires, absolument nécessaires. Il faut les renforcer peut-être à votre avis. Je ne sais pas qui, mais pour l'instant elles n'existent pas. Alors, il faut les reconstituer, bien entendu. Oui, mais si peu, si peu. Sécurité. Selon une première déclaration, il voulait s'en prendre à des militaires du sud de la France et frapper la Tour Eiffel. Le jeune couple arrêté vendredi dans la région de Montpellier avec un troisième suspect aurait reconnu son intention de commettre un acte terroriste de façon imminente. Leur garde à vue s'achève demain matin. Terrorisme. Députés et sénateurs ont rétabli le délit de consultation habituelle de sites djihadistes. Il avait été censuré vendredi par le Conseil constitutionnel. Il y a désormais délit à condition qu'il y ait adhésion à l'idéologie. Réécrit, l'amendement a été intégré dans le projet de loi sécurité publique sur lequel les deux assemblées sont parvenues à un accord. Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve était en visite à Berlin en fin d'après-midi. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité du moteur franco-allemand face au risque de désintégration de l'Union européenne et à la montée du populisme anti-UE. Cette solidarité très forte entre Paris et Berlin est plus que jamais nécessaire, alors que certains agitent le spectre d'une désunion de l'Europe, que la donne internationale évolue et que nous faisons face ensemble à des défis globaux absolument majeurs. Je pense à la situation sécuritaire résultant du terrorisme qui frappe nos pays, je pense aux défis migratoires, je pense aux défis environnementaux et politiques.
c'est l'heure de votre revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens. D'abord, le Figaro avec, c'est le sujet dont nous parlions il y a quelques instants, les banlieues qui font irruption dans la campagne présidentielle à 10 semaines du premier tour, la classe politique qui monte au créneau. Les Échos avec cette une économique, dette, déficit, la France qui joue sa crédibilité à l'horizon 2017. Selon Bruxelles, Paris doit et peut tenir l'objectif d'un déficit public à 3%. L'Humanité revient sur la campagne et le candidat Emmanuel Macron, qualifié de télévangéliste du libéralisme. Enfin, c'est le Courrier Picard qui revient sur la campagne et le désamour à l'égard du candidat François Fillon qui est attendu demain à Compiègne, plombé par l'affaire Pénélope. Il est en forte chute dans notre sondage et suscite l'embarras dans la droite régionale. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est un grand historien de la Révolution française et de l'Empire, disciple de François Furet, et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonsoir et bienvenue Patrice Guénifé. Vous publiez Napoléon et De Gaulle, deux héros français chez Perrin, deux destins que vous croisez, celui de l'empereur et celui de l'homme du 18 juin. On va vraiment plonger dans votre livre passionnant. Mais d'abord, c'est intéressant d'avoir le regard de l'historien sur cette campagne présidentielle inédite, plus incertaine que jamais. Quelle est votre analyse sur ce scrutin à l'échelle de l'histoire? J'imagine que les événements dont nous parlons ne laisseront aucune trace. On peut dire incertaine et navrante. Et le problème, c'est que chaque échéance renforce ou accroît le côté navrant. Donc on se demande jusqu'où on va descendre, mais il semble quand même que là on atteigne un point de non-retour, et en dehors de toute plaisanterie, c'est quand même le signe d'une maladie des institutions, que quelque chose ne va plus dans le régime de la Ve, qui a eu ses vertus, mais qui a été si remis en cause par différentes mesures. D'abord la pratique des cohabitations, qui était contre l'esprit de la Ve, puis le quinquennat, et enfin cette chose à la fois condamnable et déplorable qu'est le système des primaires, ont porté un coup probablement fatal. Vous pensez que c'est le dernier clou dans le cercueil de la Ve, le système de la primaire? Elle va se survivre par le nom, par un certain nombre de dispositions, mais quand même l'esprit en est parti. Alors il y a cette contradiction que la stature du président en tant que fonction reste éminente, alors que tout le système conspire contre cette suprématie de la fonction présidentielle. La cinquième, justement, c'était la rencontre entre un homme et le peuple. On va parler de ces figures d'hommes providentiels dans l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore, il y a un attachement, une spécificité française à chercher? Oui, bien sûr. Le Sauveur, encore. Il me semble, et je cite dans le livre ce titre de Télérama, qui était vraiment très bien, candidat à la providentielle, et qui résume très bien ce que sont nos élections présidentielles. Donc il y a réellement cette attente, et qui s'exprimait dans cette rencontre entre un candidat qui se présente au suffrage des Français et qui par cela même peut construire un projet rassembleur, puisqu'après tout en France les élections se gagnent soit au centre droit, soit au centre gauche. Il faut fatalement rassembler, et avec un système des primaires qui refait écran entre le candidat et les Français, puisqu'il interpose les partis. Parce que même si ce sont des primaires ouvertes, néanmoins ce sont les partis qui pilotent le choix des candidats, l'organisation de la primaire, et qui de ce fait ont remis la main sur un processus que la Ve République leur avait enlevé. Et vous pensez que c'est pérenne ou qu'on va vite passer à une autre, parce que c'est peut-être une mode? J'espère que le désastre des primaires de 2017 conduira à abandonner ce système, puisqu'il a privilégié à droite comme à gauche probablement le candidat le moins capable de rassembler au centre. Et ce qui privilégie d'ailleurs le seul candidat qui a joué le jeu très intelligemment et qui se présente face aux Français sans passer par les primaires, qui est Macron. Mais bien sûr. Alors cette figure de l'homme providentiel, en tous les cas, et du sauveur d'un pays au bord de l'effondrement, c'est l'un des points communs entre Napoléon et De Gaulle. Les deux l'ont incarné, dites-vous, au cœur évidemment de périodes troublées et tragiques. Gros point commun entre les deux déjà. Oui, c'est un gros point commun. Le propre des sauveurs, c'est d'apparaître quand il y a quelque chose à sauver. Donc si la situation va bien, on n'a pas besoin de sauveurs. Et d'ailleurs, les sauveurs, en règle générale, il vaut mieux s'en méfier. Donc il faut vraiment en avoir besoin. Et tous les deux sont arrivés dans des situations qui étaient perçues comme des impasses.
C'est-à-dire qu'on ne trouvait plus de solution dans le cadre normal des institutions. La fin de la Révolution française et la fin de la 4e République, qui n'étaient pas des régimes mauvais en soi, parce qu'ils avaient accompli beaucoup de choses. Le Directoire a conçu la plupart des réformes que Bonaparte va mettre en œuvre, sans pouvoir le faire, parce qu'il était trop faible, et la 4e a réussi le redressement et la reconstruction de la France après la guerre. Donc ce n'étaient pas des régimes indignes ou honteux dans leur bilan, mais qui ont buté sur une question politique à laquelle ils n'ont pas trouvé de solution. Le Directoire n'arrivait pas à trouver d'alternative au retour probable de la royauté à ce moment-là, et donc à la mise en cause des acquis de la Révolution française, et la 4e République butait sur la question algérienne, à laquelle elle ne trouvait pas d'issue, puisque les parlementaires de la 4e ne voulaient ni le maintien du statu quo, ni l'intégration, ni l'indépendance. Voilà. Ils sont donc arrivés dans ces périodes... Donc il fallait une solution qui vienne de l'extérieur. Et en général, et c'est un autre point commun entre eux, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont des outsiders. Bonaparte est un inconnu qui grandit dans la guerre et dans l'armée, et dont le nom finit par apparaître comme la solution. Il s'épanouit dans la guerre. Oui. S'épanouit dans la guerre. Et De Gaulle est un revenant en 1958. Plus personne ne pensait à lui 2 ans avant. Donc, outsider D'ailleurs, complet. rappelez-nous le niveau des sondages, puisqu'on parle beaucoup des sondages. 2 ans avant, c'était 2%, 56. en 56, 11% en février 58, 2 mois avant le retour au pouvoir. D'ailleurs, puisque vous nous amenez à cette période, il faut rappeler pourquoi il n'était pas tellement attendu. C'était une autre période. Patrice Guéniffé, on était passé dans une autre France, ça avait évolué, on pensait tourner une page déjà. Oui, je pense que les Français, vers le milieu des années 50, avaient tourné la page de la guerre. La France avait changé, elle avait été reconstruite, c'était le début du confort moderne, les gens découvraient des choses comme le frigo, la voiture, la salle de bain, etc. Et donc, personne ne voulait plus en réalité se souvenir de cette mauvaise période qui était aussi un ensemble de mauvais souvenirs. Et donc De Gaulle apparaissait comme un homme du passé parce qu'il avait été l'homme de 40, l'homme de 45 et il rappelait des souvenirs peu plaisants. Et c'était une époque qui privilégiait la jeunesse, l'avenir, la technique, le progrès et De Gaulle était l'antithèse de tout ça. Mais les 2 hommes sont revenus et on va voir... Alors ce qui est fascinant dans votre livre, c'est qu'il y a, quand on voit le livre et quand on l'aborde, on se dit on va voir les ressemblances. En fait non, vous évoquez également les divergences et elles sont importantes, différences de contexte et de tempérament flagrants. Oui, il y a plus de divergences que de ressemblances entre eux. Parce qu'ils sont vraiment 2 types d'hommes, d'abord par l'âge. Parce que Napoléon quitte l'histoire quand De Gaulle y entre. Donc Napoléon meurt à 51 ans, De Gaulle commence sa carrière à 50 ans en 1940. Ça fait une grande différence parce qu'ils n'ont pas la même énergie. Le pays qu'ils trouvent n'est pas du tout le même. La France de la fin de la Révolution française est un pays certes un peu fatigué de la Révolution, mais qui conserve des réserves d'énergie à revendre. Et ça va durer encore pendant 15 ans. Alors que De Gaulle en 40 va porter la France sur son dos. Napoléon est poussé en avant par la France, par les Français de la Révolution. Et De Gaulle porte la France, il la tire. Donc ça, c'est aussi une grande différence. Et l'autre leur est particulière parce que Napoléon il n'est pas vraiment français. Il ne se sent pas français. Quand il parle aux gens, il dit toujours « vous autres Français, vous pensez que, ou vous dites que ». Ce qui veut dire que lui ne se sent pas français. Il est né l'année du rattachement de la Corse à la France et toute sa vie, sa patrie idéale, ça sera l'Italie. Plus que l'Italie d'où venaient ses ancêtres. On évoquera tout à l'heure ces fautes de français. Quand il parle, même si à l'écrit, c'était toujours parfait. On parlera d'ailleurs de l'autre point commun, ce sont 2 écrivains. Mais ce qui les rapproche, d'abord, ce qui est frappant, Patrice Guéniffé, c'est qu'ils ont reçu en fait un pouvoir incroyable entre leurs mains, le pouvoir d'incarner la nation. Le pouvoir, ce sont vraiment quasiment les 2 seuls ou les 2 rares exemples dans notre histoire. Ben oui, on pourrait dire qu'avant eux, il y a Jeanne d'Arc, voilà, qui est le premier grand homme de notre histoire. Hein. Le premier grand homme de notre histoire est une femme. Mais ils sont les 2 seuls à avoir reçu ce pouvoir d'incarner, c'est-à-dire de réconcilier aussi les Français. Et après des périodes de déchirement, la Révolution, Vichy de l'autre côté, et eux réussissent à réconcilier momentanément 2 France que tout sépare. Et surtout que des luttes sanglantes séparent. Donc ils réussissent à les réconcilier, parce qu'ils sont au-dessus, et à donner une image de la nation
qui permet d'oublier les divisions passées. Est-ce qu'ils en ont conscience? Est-ce qu'à ce moment-là, ils savent qu'ils auront un destin hors norme? Ah, tous les deux le savent. Alors, De Gaulle le sait depuis son plus jeune âge, et c'est le plus mystérieux chez lui. C'est qu'il est convaincu dès l'âge de 15 ans qu'un jour, il jouera un rôle éminent dans la politique et dans l'histoire française. Napoléon le découvre avec les événements. C'est à mesure qu'il monte dans la popularité, dans l'échelle de la gloire, etc., il prend conscience de son destin et il anticipe la suite. Mais tous les deux ont conscience qu'un destin extraordinaire les attend. Et pas de la même manière, ce qui est passionnant aussi à découvrir, ou pour ceux qui le savaient, à conforter cette idée, c'est que De Gaulle a été un grand chef d'État, mais un militaire pas contrarié, je dirais, mais qui ne s'épanouit pas dans la guerre, alors que vraiment, Napoléon, il aime la guerre, il aime être avec les soldats, il aime être sur les champs de bataille. Mais vous savez, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, c'est que Napoléon, il gagne tout le temps. Donc ça aide à aimer la guerre quand vous gagnez tout le temps. De Gaulle, il a été d'abord le témoin de la guerre de tranchées, la guerre de 14. Il a été fait prisonnier. Au début, il a vécu les débuts? Oui, il a vécu les débuts, il a été blessé en 17, donc il a eu le temps de connaître les tranchées, etc. Il en a conçu une horreur de la guerre moderne, c'est-à-dire de la guerre de massacre. 2 armées enterrées qui s'entretuent. Et puis après, en 40, quand on lui donne un commandement, il trouve une situation absolument désespérée. Au moment où il prend son commandement, c'est déjà perdu. Donc il n'a jamais eu ces opportunités qu'a eu Napoléon, qui, avec une petite armée, a enchaîné les victoires. Et puis, il y a sans doute une différence de tempérament. De Gaulle, qui est un homme dur, cassant, mais en même temps est un homme pour qui la vie humaine compte. Il appartient à une tradition chrétienne, il est très, très croyant, il a derrière lui tout un héritage de valeurs, etc., que n'a pas Napoléon. Voilà, Napoléon est beaucoup plus sympathique avec ses soldats, mais en même temps, la mort de ses soldats ne lui fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire, ça le laisse totalement insensible, ce qui n'est pas le cas de Gaulle. Alors, autre thème, autre comparaison, c'est l'exil et puis le retour. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut vraiment comparer, Patrice Guéniffé, les deux hommes? Je ne vais pas vous demander si on peut rapprocher l'île d'Elbe de Colombey, les deux églises, parce que pour De Gaulle, ça a été quand même un exil volontaire. Oui, c'est son île d'Elbe. Oui. Mais, Napoléon, c'est pas volontaire, mais on peut dire que c'est un peu deux exils dont l'un et l'autre auraient pu ne parvenir. En même temps, probablement, l'un et l'autre ont dans la tête, dans un coin de leur cerveau, l'idée qu'ils vont revenir. Parce que De Gaulle est persuadé que la 4e République ne durera pas, et Napoléon est persuadé que Louis XVIII, ça ne marchera pas. Du moins pas longtemps. Donc, tous les deux pensent en permanence à leur retour possible, en guettant l'occasion. Et ce sont tous les deux des joueurs, quand même. C'est-à-dire des gens qui savent attendre une occasion et qui savent ne pas la rater. Voilà. Et là, ils sont sûrs, comme vous l'avez dit au début, de leur destin hors norme, d'où la question, mais je crois que c'est un éternel débat pour vous, l'historien. Est-ce que l'histoire, elle est façonnée par ces grands hommes, ou ces grandes femmes, ou est-ce que c'est une œuvre collective sur laquelle ils peuvent avoir un impact, mais finalement, c'est une sorte de torrent qui va les emporter aussi? Bon, ça, c'est affaire de conviction philosophico-historique de chacun. Moi, j'ai tendance à penser... Quelle est votre religion sur ce Non, ma religion sur ce sujet, c'est que les grands hommes exercent une influence décisive sur l'histoire. Alors, je veux bien qu'il y ait des influences à long terme sur lesquelles on ne peut pas agir, que les masses jouent un rôle, mais je pense que les individus ont le pouvoir, à certains moments, d'infléchir le cours de l'histoire. Pour le meilleur et souvent pour le pire. Exactement. Mais on l'a vu pendant le XXe siècle de manière permanente. Alors pour le pire, Hitler, Mussolini, Staline. Et pour le meilleur, on pourrait dire Valéza, peut-être Margaret Thatcher et d'autres, ont infléchi le cours de l'histoire. Parce que s'ils n'avaient pas été là, l'histoire aurait été tout autre. Et si en 40, il n'y a pas De Gaulle, la situation est encore plus tragique qu'elle n'était. Autre point extraordinaire, c'est leur extraordinaire quand même qui les rassemble, c'est leur goût, leur passion pour l'écriture. Oui. Alors, et vous avez rappelé les fautes de français, parce que Napoléon dicte, il n'écrit pas. Mais alors, est-ce que c'est un grand écrivain? C'est difficile de répondre à cette question. Il mélange les mots, il parlait sans doute un mélange d'italianisme et de français. Mais ça donne quoi, par exemple, sur certains mots? Ça donne rendre voyagère pour rendre viagère, ça donne du séglite pour Thucydide, océan pour océan. Il parlait comme ça. Ça n'empêche pas d'être un grand écrivain. Armistice pour amnistie. Oui. Mais
lorsqu'il a dicté, c'est lui qui reprend les manuscrits, la copie, et c'est lui qui corrige dessus. Et là, il pouvait signaler une faute de syntaxe ou une faute de français à ceux qui avaient pris la dictée. Et dans ce sens-là, oui, il est un grand écrivain. Et c'est surtout comme De Gaulle, à la fois un grand écrivain et un très grand orateur, malgré son accent. Donc il est d'abord fait pour l'action et pas pour écrire ni se remémorer peut-être, parce que les mémoires... Voilà, il a raté ses mémoires. Il a raté ses mémoires. Oui, parce qu'il n'était pas fait pour... ça demande d'être au calme, de rester assis devant sa table, et il n'était pas fait pour ça. Alors que De Gaulle, oui. Et il s'attelle à ses mémoires, il écrit lui-même, voilà, mémoire de guerre, mémoire d'espoir, et il est beaucoup plus fait pour ça, pour la remémoration. Qui ont mis vraiment en lumière ses qualités d'écrivain, son style, sa pensée romanesque, sa culture littéraire. Elle reste impressionnante pour quelqu'un qui est dans la politique aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. Et unique. Unique, je pense pas, parce que il y a quand même dans cette génération-là, il était né en 1890, c'est quand même un homme du 19e siècle. Il a 25 ans au moment de la guerre de 14. Ils avaient tous eu cette éducation classique. Et d'où sa fréquentation facile avec les écrivains, parce qu'il peut leur parler de leur œuvre, parce qu'il connaît ces grands classiques. Et au fond, c'est quelque chose qui a duré jusqu'à quand? Jusqu'à Mitterrand. Jusqu'à Mitterrand, c'est comme ça. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le grand vide. Ce qui s'est passé depuis, c'est que probablement la place de la littérature, la place de l'histoire, c'est-à-dire de tout ce qui faisait la base même de l'éducation politique, a changé, n'est plus la même. Alors pour quelle raison, ça serait un autre débat. Vous dites que ça fait la base de l'éducation politique. C'est-à-dire aujourd'hui un responsable politique qui n'a pas cette culture-là, ce bagage-là. Il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, il leur manque le recul, il leur manque la capacité de juger les choses avec le poids ou le sérieux que donne le recul. Parce qu'après tout, si l'histoire est toujours nouvelle, elle se répète quand même souvent. Donc beaucoup de choses qui ont eu lieu auront lieu dans les sociétés humaines. Et avoir un bagage historique et littéraire, ça aide à comprendre le réel. Et c'est le point commun de ces deux héros, de ces deux hommes providentiels, Napoléon et De Gaulle, deux héros français chez Perrin. Un livre, évidemment, on voit l'historien que vous êtes sur tous les points, mais aussi un formidable roman. Finalement, ça se lit de la première à la dernière page pour les passionnés d'histoire, de politique, d'histoire française. Merci Patrice Greenfeld, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Pour les autorités de Tacloban, il y a urgence. La région est en sursis. Au centre météorologique, Mario Penaranda effectue des analyses toutes les 3 heures. Il voit ces phénomènes s'accentuer dangereusement. The number one contributor, I believe, is China and the developed countries. So, because we are the recipient of this climate change, we should be funded by the international organizations to combat climate change. Et donc, manifestement, il y a une volonté de manipulation aussi des images. J'appelle donc une grande prudence. Et il y a 2 sites. Non, 2 sites très précis. Russia Today, comme par hasard, et Sputnik. Le Parlement européen a alerté dans un rapport récemment sur l'ingérence de ces 2 médias soutenus par l'État russe à 100%. Est-ce que la Russie est en train de s'ingérer dans la campagne d'Emmanuel Macron? Elle est en train de s'ingérer dans la campagne présidentielle française et ça n'est pas normal. La sincérité des débats doit être garantie dans cette présidentielle. Or, ces 2 médias n'y participent pas. Un agriculteur en zone humide gagne 25 à 30% de moins que dans les plateaux. Pourtant, ces zones humides ne sont pas classées dans les territoires à handicap naturel qui donnent droit à des aides comme c'est le cas en montagne. Avec 150 parlementaires, Jérôme Bignon milite pour revoir ce zonage décidé par Bruxelles. On va aller à Bruxelles ensemble pour voir un par un les parlementaires européens, pour comme les pêcheurs vont voir les parlementaires européens pour leurs problèmes de pêche, nous on va aller voir nos parlementaires européens agriculteurs qui défendent le monde agricole, qui sont à la commission agricole, parce qu'une partie du problème se pose à Paris, avec le ministère, les ministères, mais une partie se pose également à Bruxelles, parce que c'est là que ça se décide fondamentalement.
Il faut bien retenir que le principe de séparation des pouvoirs est en réalité injustement appelé parce que cela ne conduit pas à l'isolation des pouvoirs, mais à un contrôle d'un pouvoir sur un autre pouvoir de façon régulée par le droit et le droit constitutionnel. Ainsi, cela n'interdit pas au pouvoir judiciaire d'enquêter sur des parlementaires. En revanche, l'article 26 de la Constitution pose le principe de l'immunité des parlementaires en interdisant que ces derniers soient mis en cause pour leur vote ou opinion émis dans le cadre de leurs fonctions et en interdisant, sauf autorisation expresse du bureau de l'Assemblée dont ils relèvent, d'être poursuivis, non pas d'être poursuivis, mais de faire l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté. Moi je vois que tant qu'on mettra des policiers pas formés et qu'on les enverra directement dans ces quartiers, c'est sûr que les choses ne vont pas avancer. La police de proximité, il faut qu'effectivement elle ait aussi des personnes qui soient bien formées et qui ont même une expérience pour pouvoir recréer du lien. Pour l'instant, c'est rompu. Ce lien est rompu, on le voit à travers ce qui se passe, à travers l'affaire de Théo. On a le sentiment que dans ces quartiers, on demande aussi, nous, à ce qu'on ait le droit aussi à la sécurité. Mais cette sécurité, aujourd'hui, elle n'est pas la même dans ces quartiers. Dans d'autres quartiers, je vais prendre en banlieue, si je prends Neuilly ou ainsi de suite, je ne pense pas qu'on ait des dérapages comme on a en banlieue ou en Seine-Saint-Denis. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. L'invité politique, ce sera Gilbert Collard. Je vous retrouve quant à moi, comme d'habitude, à 22 h. Belle fin de soirée en notre compagnie.